Salut les poissons pilotes, c'est Chris Comte. Bon, j'espère que vous avez le pied marin car aujourd'hui, on part en pleine mer. Juste une petite croisière, tout frais payé? Je doute sincèrement que ce soit le thème là, Edgar. Alors très clairement, cela couler douce, ça fait pas partie du programme. Et aujourd'hui, on va... Oh, tiens, regardez qui passe là. Gustave, viens là mon bonhomme. Bon, si je dis pas de conneries, t'aimes plutôt les grandes étendues de flotte et... T'avais adoré d'ailleurs passer du temps à bord d'un sous-marin, pas vrai? Bien. Eh ben, ça m'arrange de savoir que tu es partant pour cette aventure. Mais en vrai, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de bosser sur un porte-conteneur? Quelle qualification faut avoir? À quel point ce bidule est gigantesque? Quelle est la vie à bord d'ailleurs? Y a-t-il des dangers? Y a-t-il un risque? Peut-il péter un câble avec son isolement? Eh bien, on va voir ça tout de suite et ensemble. Passer 150 jours sur un porte-conteneur, ça fait quoi? Bien évidemment, notre cher Gustave ne va pas directement embarquer. Non, attendez. Il faut quelques prérequis pour pouvoir bosser à bord d'un porte-conteneur, en commençant par un diplôme. Alors il n'y aura pas besoin de passer beaucoup d'années sur les bancs de l'école non plus, parce qu'après la troisième, il faut passer 2 ans pour faire un CAP maritime. Ce que Gustave a bien évidemment fait dans le passé, pour le bien de notre vidéo. Et Gustave, qu'est-ce que tu fais là? Qui est ce personnage à qui tu achètes ton diplôme? Non, vous n'avez rien vu, on ne peut pas acheter de diplôme, ok? Que ce soit bien clair. En tout cas, une fois ce sésame en poche, Gustave ne va pas partir pour un long voyage tout de suite. Il faudra déjà qu'il se fasse la main et qu'il prenne de l'expérience, jusqu'à avoir son statut de marin titulaire. Et il y a un nom précis pour son métier? Bien évidemment, Ariane. Gustave va devenir matelot de la marine marchande, qu'on peut aussi appeler marin de commerce ou même matelot de commerce. Mais le diplôme n'est pas suffisant. Il va falloir d'autres qualités, en commençant par une très bonne condition physique. Et ça tombe bien, Gustave est plutôt un bon gaillard. Mais il faut également qu'il ait une très bonne vue, une très bonne ouïe, puis aucun problème de vision de couleur ou ce genre de choses. Tu vois, faut pas daltonisme, c'est mort quoi. Regardez-moi ce beau chiffre que vous voyez là. On est d'accord, vous voyez un 9. Hein. Si vous ne voyez pas de 9, vous ne serez jamais matelot, parce que vous êtes daltonien. Évidemment, ce serait plus facile si j'étais pas daltonien. Bon, bref, pardon. En plus du physique, il faut avoir un très bon moral et un mental à toute épreuve. Donc voilà, Gustave, il va passer ses tests et puis il va les réussir. Eh bien voilà, c'est le grand jour. Il est l'heure pour Gustave d'embarquer sur le CMA CGM de Jacques Saadé. Je vous le dis parce que c'est pas très parlant, mais c'est l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, avec 23 112 EVP. EV quoi? Bah EVP, ça veut dire équivalent 20 pieds. Donc en gros, c'est une unité pour la taille des conteneurs. Et le cas présent, c'est très simple. 23 112, ça veut dire le nombre de conteneurs, c'est-à-dire ce petit truc. Enfin, ce truc, c'est un truc énorme hein, qu'il peut embarquer. Je vous rappelle que quand même, du coup, on peut recycler les conteneurs pour en faire des maisons, quoi. Donc là, il en met 23 000. Du coup, imaginez 23 000 maisons dessus, quoi. Et il y en a encore des plus grands que ça? Bah, à vrai dire, en fait, tous les ans, les records sont explosés et les porte-conteneurs sont de plus en plus gros. Et là, vous allez dire, mais pourquoi c'est toujours plus gros? Mais c'est énorme! Bah, tout simplement parce que plus c'est gros et plus le coût baisse, en fait, par voyage. Du coup, voilà, c'est une économie d'échelle, quoi. Par exemple, récemment, en mars 2023, c'est le MSC Irina qui est devenu le plus grand porte-conteneur du monde avec 24 000 et des brouettes EVP. Donc là, on n'est pas si loin du max, quoi. Bref, revenons à Gustave qui va devoir monter sur plus de 50 mètres avant d'arriver sur le pont du bateau. Là, on le voit un peu dans le fond, mais c'est méga haut, quoi. C'est un beau bébé, hein. Gros bébé. Bref, pour vous dire la taille du truc, ce bateau est si long qu'on pourrait mettre la tour Eiffel couchée dessus. Il fait 400 mètres de long, d'accord? C'était cadeau. Oh, belle perf. Mais tu nous as même pas dit ce qu'il allait foutre sur le bateau. Merci Edgar, mais j'y viens justement. En fait, les tâches de Gustave seront très variées. Travail de peinture, de graissage ou de nettoyage, bref, tout ce qui concerne l'entretien. Mais lors des escales, il va aussi veiller à ce que les chargements et déchargements se passent bien. Comme je le dis, il y a à peu près 23 000 conteneurs, donc il y en a du monde, quoi. Mais Gustave aura aussi un rôle hyper important dans la salle des machines, où il va assurer la maintenance des différents appareils du bateau. Donc voilà un vrai couteau suisse. Voilà, ça fait une semaine sur les 150 jours que Gustave est en mer. Il a déjà parcouru toute la Méditerranée. Ça va mon petit père alors? Bah voilà, hein, c'est pas mal là. Bon, tout se passe bien pour l'équipage, on dirait, la météo est plutôt favorable. Il n'y a pas trop de problèmes à signaler. Mais ils sont combien sur le bateau? Eh bien, très bonne question, et figure-toi qu'ils ne sont que 25. En fait, pour être plus précis, il y a 7 Français avec Gustave, 8 Roumains et 10 Philippins. Et en vrai, ce sont des nationalités qu'on retrouve très souvent dans les équipes de ces navires. Alors, ça peut être mixte, hein, il peut y avoir des meufs, mais c'est rarement le cas. Bon, en tout cas, le porte-conteneur va connaître leur première difficulté avec la traversée du canal de Suez. Alors le canal de Suez est long de 200 km, mais il n'est large que de 300 mètres en moyenne et profond de seulement 22 mètres. Autant vous dire, c'est un peu straight, quoi, c'est serré. Yes, is a Giro.
Alors, en soi, c'est pas non plus risqué de le traverser, mais il faut quand même être prudent parce que le bateau, il est gros, il est lourd et puis du coup, forcément, il y a un gros tirant d'eau, c'est-à-dire du coup toute la partie qui est immergée. En mars 2021, le canal de Suez a été bloqué pendant 6 jours suite à l'échouement du porte-conteneur Ever Given. Cela a complètement paralysé le trafic de ce point névralgique du transport maritime. Quand je vous dis que c'est un point névralgique, c'est vraiment pas abusé parce que environ 12% du commerce mondial passe par ce canal de Suez. En gros, c'est l'équivalent de 50 cargos, donc des trucs à peu près massifs comme as par jour. Et d'ailleurs, du côté de Gustave, la traversée se passe bien. Ou presque. En fait, il y a des petites fuites de liquide. Et je parle pas de ses problèmes d'incontinence. Tous les mecs branchés pissent dans leurs pantalons. Dis donc, mon bonhomme. Écoute, bon courage pour réparer tout ça. Je compte sur toi pour que tout rentre dans l'ordre. C'est quand même important parce que du coup, dans l'un de ces conteneurs, il y a plein de produits de Chine, et puis il y a des produits d'un peu partout en fait dans le monde. Et puis les Européens ont envie d'avoir tous leurs produits périssables et inintéressants dans les mains, quoi. Mais ça avance vite d'ailleurs, un bateau comme ça? Alors c'est relatif. Ça peut filer jusqu'à 50 km/h, ce qui est quand même très rapide, mais en moyenne, il vogue à peu près à 30 km/h. Alors ils calculent ça en nœuds, les gars, mais on te le fait en km/h, quoi. Ce qui est quand même pas mal du tout. Mais comme ce truc est gigantesque, si vous appuyez sur le bouton stop, arrêt, il lui faudra 3 km pour s'arrêter complètement. Donc t'as intérêt à bien anticiper et pas avoir un iceberg qui est trop proche, quoi. Coucou. Et puis vous imaginez bien, ça suce. Ça suce beaucoup. Je suis choqué. Ça pompe beaucoup de carburant. En fait, chaque jour, il engloutit à peu près l'équivalent de 30 000 € d'essence. Donc, Gustave, t'as intérêt à bien faire ton boulot, sinon ça peut coûter très cher. Ok. Et bien voilà, ça fait maintenant 1 mois que Gustave est en mer et il va pouvoir connaître la première vraie escale de son voyage. Et là, pendant quelques heures, il va pouvoir en effet visiter Singapour, pendant que du coup, évidemment, des conteneurs sont déchargés et d'autres chargés, quoi. Tac, tac, tac. Là, il va visiter d'ailleurs un énorme marché du coin avec le cuisinier du bateau qui doit faire le plein. Il mange bien au moins sur le bateau? Quand même, ouais. En fait, le moral est assez lié à la qualité de la nourriture que vous mangez. Donc, faut faire très attention à ça parce que si l'équipage a un mauvais moral, il peut faire des erreurs et du coup, les erreurs peuvent être très dangereuses en fait en pleine mer. Et en général, le chef refait le plein de denrées 1 fois par mois pour avoir les aliments les plus frais possibles. Et après quelques heures dehors, là, Gustave est de retour sur le bateau, mais il est content de s'être un peu baladé quand même. Et d'ailleurs, regardez qui vient de monter sur le bateau, il y a un touriste, et ce touriste, vous le connaissez, c'est Monsieur Ball. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je sais pas, on dirait qu'il est là pour une raison un peu mystérieuse, il veut pas nous en parler. Attends, quoi? On peut faire du tourisme sur un porte-conteneur? Écoute, apparemment ouais, et en vrai c'est même assez courant. En fait, la plupart des personnes qui ont recours à ça le font pour trouver une certaine quiétude, pour être comme coupé du monde. Car en vrai, en pleine mer, vous pouvez oublier Internet ou même le réseau téléphonique. Et sur ce genre de bateau, il y a 2 ou 3 cabines qui sont réservées pour les touristes. En plus, c'est plutôt cosy, il y a pas mal de place dedans, donc voilà, là, Monsieur Ball, il va se faire plaisir. En tout cas, au cours des prochaines semaines, Gustave sera donc aussi un guide touristique, en faisant visiter les entrailles du bateau à Monsieur Ball, quoi. Du coup, c'est aussi ça, la vie de matelot de commerce. La route maritime de Gustave continue et cette fois-ci, direction l'Australie. Mais alors là, alors qu'ils sont qu'à quelques heures de Sydney, son bateau est soudain ciblé par des pirates. Alors t'en fais pas mon grand, t'as quand même de la chance parce que visiblement c'est un peu des pirates du dimanche. Il y a du courant, faites gaffe. En effet, vu la taille du porte-conteneur, en vrai les pirates ils sont gentils avec leurs petits guns et compagnie, mais ils pourront pas monter à bord. Je le rappelle, mais du coup c'est à 50 mètres de haut, c'est à peu près la taille d'un immeuble, donc escalader un immeuble si vous avez pas le matos, vous ne pouvez pas quoi. Et si le gars il tombe dans l'eau, il a pas envie parce qu'en pleine mer il peut se faire broyer par les hélices et en compagnie quoi. J'imagine qu'il y a un sacré pactole à bord pour qu'il veuille braquer ça. En vrai, tout dépend des marchandises transportées. Il est pas rare d'imaginer des cargaisons estimées à 500 millions d'euros. Donc on peut comprendre la convoitise, mais après quand je dis 500 millions, c'est pas juste un conteneur, c'est l'ensemble, donc là les 23 000. Allez savoir du coup dans lequel il faut fouiller, voilà, c'est pas évident. Surtout que les conteneurs, vous dites mais est-ce que le capitaine ou les marins ils savent ce qu'il y a dedans? En vrai, pas du tout. C'est totalement anonymisé, on ne sait pas. Et après pour les porte-conteneurs plus petits, donc ceux qui peuvent transporter que 3000 conteneurs, les attaques sont plus fréquentes et plus graves quand même là. Tout au long de l'année 2020, c'est plus de 22 attaques qui ont été recensées. Juste dans le golfe de Guinée, avec plus de 130 marins enlevés. Et en 2021, le Mozart, cible d'une attaque dans la même zone, a vu 15 de ses marins enlevés et un autre carrément tué. Mais les porte-conteneurs doivent aussi faire face à un autre type de piraterie plus récente, le piratage informatique. En fait, des hackers pourraient prendre le contrôle, on va dire, car en fait, le tout est géré par de la technologie à bord. Et pour l'instant, la cybersécurité de ce genre de navire n'est pas au top, quoi. Bref, pour Gustave, plus de peur que de mal sur ce coup-ci. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il est en train de bouffer son plat de lentilles, je sais pas quoi, Gustave va mettre un coup de tête à une table.
Attends, mais comment ça? En vrai, il y a eu une tempête à ce moment-là, et le bateau s'est mis à tanguer. Là, Gustave, il n'était pas sur ses gardes, et donc, bam, il s'est vautré. Alors certes, ça arrive quand même rarement dans les bâtiments de cette taille, mais ce n'est pas impossible. Et là, contrairement à un équipage de sous-mariniers, donc avec dans un sous-marin, là, il n'y a pas de médecin à bord, et donc, faut éviter de se faire des grosses blessures, des trucs comme ça. Après, il y a quand même le matériel médical, et tous les matelots ont une formation de secouriste. Mais bon, Gustave, il va devoir se rafistoler tout seul, quoi, on va dire. Et là voilà, Gustave et son équipe arrivent sur la côte ouest des États-Unis, soit plus de 100 jours après avoir quitté la France là. Et du coup, Gustave, ça va comme tu veux? Ah oui, j'avais oublié ta dernière petite péripétie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'il a encore foutu? Bien, figure-toi qu'en fait, leur petite escale australienne a été plus longue que prévu. En vrai, à ce moment-là, tout le bateau a dû être mis en quarantaine suite à des cas de Covid à bord. Et du coup, ils ont perdu, on va dire, 15 jours à attendre avant de pouvoir reprendre la route. Mais Gustave, voilà, c'était l'un des cas de Covid, il n'a pas totalement récupéré. Donc là, mon petit pote, j'ai envie de te dire courage. Mais en plus de sa forme physique, c'est aussi le mental qui joue, et là qui commence à prendre un coup. Alors certes, il y a eu quelques escales, mais ça fait plus de 3 mois que Gustave voit les mêmes tronches en boucle et en boucle. Même si Bal lui change un petit peu de son habitude, parfois ils discutent ensemble, Bal lui raconte des trucs un peu louches sur son métier, bon voilà, et lui de même. En vrai, ça tourne un peu en rond. Mais ils font que bosser puis dormir, ou ils peuvent se changer les idées? Alors ils font quand même quelques trucs pour se distraire, Par exemple regarder la télé, faire de la muscu, ou jouer au ping-pong. Et même potentiellement profiter d'une piscine d'eau salée directement dans le bateau. Regardez, alors c'est une petite piscine, mais c'est bien. Bref, Gustave essaye de positiver au maximum, mais c'est pas franchement facile. D'ailleurs, sur le plan pro, l'équipage va bientôt connaître un autre moment un peu délicat, se traverser le canal de Panama. Parce que là, ils doivent en effet rejoindre New York et ils vont pas faire le tour de l'Amérique du Sud, vous voyez. Donc ils vont essayer de passer par ce petit bout là, l'espèce de petit truc qui est le canal de Panama, quoi. Alors lui, il est moins long que le canal de Suez, mais il fait quand même 77 km de long et il est tout aussi technique. Donc attention Gustave, là. Faut pas merder clairement. Bon, en vrai, tout s'est bien passé pour lui. C'était un peu technique, c'était un peu serré, comme d'hab. Mais ils sont passés. Et là, ils ont traversé le canal de Panama. Mais là, cette fois-ci, leur porte-conteneur est immobilisé dans le port de New York depuis quelques jours. Mais qu'est-ce qu'il a encore foutu, tonton? Écoute, pour une fois, c'est pas sa faute. En fait, c'est une pièce du moteur qui a pété. Explosion! Et globalement, c'est l'arbre manivelle qui relie le moteur à l'hélice qui est mort. Du coup, là, autant vous dire que le bateau, il peut pas trop avancer. Mais t'inquiète, courage, mon pote. En fait, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, les matelots de commerce sont vraiment multifonctions. C'est des couteaux suisses et donc ça aide clairement à ce moment-là. Ils ont besoin de tout faire sur le bateau, quoi. Alors du coup, Gustave va mettre la main à la pâte, de l'huile de coude et compagnie, mais il y a des spécialistes qui vont quand même aussi intervenir. Par contre, Chris, t'as pas encore parlé argent, Il doit se faire des couilles en or. Eh bien, pas tant que ça en vrai. Alors là, on pourrait croire que les conditions et puis les risques se retrouvent quelque part un peu sur la paix, mais pas tant que ça en fait, parce que du coup, Gustave est payé à peu près 2000 € par mois. Net, c'est à peu près le salaire qu'on peut imaginer quand on commence du coup dans ce genre de métier-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de Philippins, c'est qu'eux, ils sont bien contents, ils toucheront pas ce salaire-là, mais ils se mettent bien, quoi, clairement, par rapport à leur pays d'origine. Du coup, ils sont pas trop chiants. Après, il faut aussi savoir que du coup, vous faites pas 35 heures à bord, vous bossez pratiquement tous les jours, et vous êtes plus autour des 70 heures que des 35 heures. Donc après, est-ce que les heures sup sont payées? Ça, je sais pas, c'est un autre truc. Sachant qu'aussi, je le précise à ce moment-là, mais lorsque vous arrivez en pleine mer, techniquement, vous n'appartenez plus à votre pays hôte. Par exemple, si ce navire-là était français, eh bien, généralement, quand ils arrivent en pleine mer, les navires changent de pavillon. Vous voyez, ils prennent un drapeau, ils le retirent, drapeau français, et à la place, ils mettent un autre drapeau et ils ont le choix de n'importe quel pays dans le monde. Et quand ils vont prendre ce pays-là, eh bien, ils vont appartenir, en fait, aux lois de ce pays-là, avec les avantages et les inconvénients. Généralement, vous aurez tendance à changer de pays pour avoir un pays plus avantageux. Et c'est pour ça que, bizarrement, mais beaucoup de porte-conteneurs passent sous pavillon du Liberia. Bizarre. C'est-à-dire que du coup, c'est comme s'ils appartenaient au Liberia. Voilà, le Liberia, vous voyez, c'est juste ici. On se dit, mais pourquoi le Liberia? En vrai, il n'y a pas que le Liberia, il y a aussi plein d'autres paradis fiscaux hyper intéressants. Mais voilà, globalement, du coup, ça offre des beaux avantages, et notamment ne plus avoir à payer du coup des frais sociaux et compagnie. Il y a un peu des eaux troubles quelque part par là quand on arrive en pleine mer, on va dire. Oh Gustave, c'est bon, excuse-nous, on va te laisser tranquille. Du coup, écoute, amuse-toi bien avec ta mécanique, on te laisse continuer ton voyage, quoi.
Et bien voilà, lors de la traversée de l'Atlantique, ils ont malheureusement connu une météo de merde, ce qui les a retardés de plusieurs jours de leur arrivée. Et ainsi, après 5 mois à avoir fait le tour du monde, Gustave arrive enfin chez lui. Alors mentalement, il était clairement temps. Et là, c'était de plus en plus compliqué pour notre cobaye. Parce que déjà, il faut savoir que c'est assez rare pour un marin français de passer autant de temps en mer, même si c'est pas impossible. Alors que pour les Philippins, eux, c'est courant de passer 9 mois loin de chez eux, quoi. Écoute, Gustave, t'as l'air d'être heureux, d'être au retour sur le plancher des vaches, quoi. Mais t'as l'air quand même de tirer un peu la gueule. Et là, en fait, ce que Gustave semble expérimenter, c'est le mal de terre. Alors c'est bizarre, mais en vrai, le fait d'être sur un milieu fixe, du coup la terre ferme, ça fait qu'il va avoir des nausées, une perte d'équilibre et des vertiges. Improbable. C'est exactement l'inverse du mal de mer, quoi. Exactement. C'est un peu ça, quoi. Mais heureusement, ça va passer au bout de quelques jours. Son corps s'est tellement habitué du coup au tangage naturel que le fait que ce soit totalement fixe, ça le perturbe. Et à partir de là, Gustave va reprendre tranquillement son rythme terrien en passant notamment pas mal de temps dans les espaces verts. Voilà, Gustave, repose-toi et puis estime-toi heureux que t'es pas mort pour une fois, donc t'auras besoin de pas mal d'énergie pour la prochaine vidéo qui t'attend. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que moi, du coup, en parlant des porte-conteneurs, etc., il y a vraiment une partie de moi qui aimerait vraiment aller là-bas, visiter, passer quelques jours à bord. Alors en vrai, quelques jours, c'est peut-être pas, tu peux pas, mais ouais, le fait d'être isolé sur un vaisseau gigantesque avec juste quelques humains en pleine mer, avec parfois des tempêtes, je me dis ça serait stylé du coup, juste pour pouvoir t'isoler, tu vois, et puis écrire ton bouquin, revenir sur tes pensées, sur toi-même, vraiment être un peu comme sur une île déserte, mais là, en mouvement. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais clairement, pour pouvoir écrire la suite, du coup, du Médaillon d'Orion qui est déjà en cours, qui s'appelle Noisuli, c'est vrai que c'est un truc qui m'inspirerait pas mal. Bref, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.